Mais d'abord, donc, les répercussions du conflit russo-ukrainien sur le porte-monnaie des Français avec Yann Effelé. La Russie touchée au portefeuille. La première batterie de mesures annoncée hier par les Européens et les États-Unis vise à couper Moscou des financements occidentaux. Impossible pour le pays de lever des fonds sur ses marchés. Par ailleurs, deux banques publiques russes, la tirelire du Kremlin et celle qui finance le secteur de la défense, ne peuvent plus effectuer de transactions avec les États-Unis et l'Europe, et leurs actifs sont gelés. De telles sanctions font craindre des mesures de rétorsion fortes, mais le ministre de l'économie se veut rassurant. L'économie française est peu exposée à la Russie. La France exporte moins de 7 milliards d'euros par an vers la Russie, c'est à peine plus d'1% des exportations françaises. Et nous importons moins de 10 milliards d'euros par an de Russie, c'est moins de 2% des importations françaises. Donc vous voyez que ce sont des chiffres qui sont très réduits. Si en termes de commerce, l'économie ne devrait pas trop souffrir, le porte-monnaie des Français pourrait lui bien être touché. La Russie a la force des États faibles. C'est-à-dire des États qui vous menacent et qui ont un pouvoir de nuisance. Les véritables pouvoirs de la Russie, de Vladimir Poutine, sont des pouvoirs de nuisance. Nuisance militaire et nuisance énergétique. Et c'est bien là le problème. L'Allemagne vient de suspendre l'autorisation du gazoduc Nord Stream 2, qui devait approvisionner les Européens en gaz russe. Alors que les prix de l'énergie ont déjà explosé avec l'augmentation de la demande mondiale, le coût va encore s'accroître. La France souffrira de cette crise de l'énergie. Gaz et électricité vont tout à fait probablement voir leur prix augmenter et il en sera probablement de même aussi en ce qui concerne le pétrole et donc les carburants. Le gouvernement avait déjà prévu un blocage des tarifs du gaz pour les particuliers en octobre, de quoi éviter une explosion du coût pour les consommateurs. Bruno Le Maire l'assure, la mesure sera maintenue. Quel impact pour notre économie? C'est donc le thème de notre débat avec Sylvie Matelli. Bonsoir. Vous êtes économiste, directrice adjointe de l'IRIS. Gérard-François Dumont, bonsoir. Professeur à la Sorbonne, auteur de Géopolitique de l'Europe, c'est aux presses universitaires de France. Olivier Dorgan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat spécialiste des sanctions économiques au cabinet Ashurst. J'accueille également Mathieu Croissando, éditorialiste politique. Bonsoir. Mathieu, Sylvie Matelli, c'est la question globale du débat pour commencer. Ces sanctions économiques contre la Russie, quelles conséquences directes, là, si on essaye de parler aux Français qui nous regardent de leur porte-monnaie, quelles conséquences directes ça peut avoir ? Alors, en tant que telles, les sanctions qui ont été prononcées, comme ça a été très bien dit par notre ministre de l'économie, devraient avoir assez peu d'impact puisque, effectivement, on est très peu dépendant du commerce avec la Russie. De manière plus indirecte, et c'est ce que Philippe Chalmin disait dans votre reportage, c'est qu'on peut imaginer que les tensions géopolitiques et puis le fait que l'Europe se prive des approvisionnements de gaz russe via Nord Stream 2 puisse à un moment donné ou à un autre avoir un impact sur le prix du gaz via la dépendance au gaz russe et sur le prix du baril de pétrole qui est extrêmement sensible aux tensions géopolitiques. Dans un contexte toutefois où la croissance économique mondiale ralentit et où finalement les tensions sur les prix qui étaient essentiellement expliquées par une accélération de la croissance économique depuis début 2021 vont baisser. Donc vous voyez, c'est assez technique et il y a tout plein de facteurs qui entrent en ligne de compte, mais ça reste assez incertain. Il y a un autre élément qui va rentrer également en ligne de compte et qui sera très important, c'est les rétorsions que va prononcer Vladimir Poutine, ce qu'il ne manquera pas de faire. Il l'avait fait en tout cas en 2014. Et en 2014, rappelez-vous, il avait prononcé un embargo sur les importations de produits agricoles européens. Et là, c'est les agriculteurs et toute la filière agroalimentaire qui, en France, avaient subi le contre-coup de ces rétorsions. Donc pour l'instant, il y a des tas de vecteurs de transmission en fait à l'économie française, mais il faut attendre de voir les évolutions d'autres facteurs pour avoir vraiment l'impact économique. Oui, et puis il y a surtout que les premières sanctions annoncées, même si elles sont importantes, même s'il y a l'Union européenne, même s'il y a les États-Unis, même s'il y a beaucoup d'autres pays, le Canada, l'Australie, enfin voilà, il y a une rafale de sanctions qui ont été annoncées. Gérard-François Dumont, pour l'instant, est-ce que vous diriez, mais on a bien compris que on peut encore pousser le curseur. Est-ce que vous diriez que pour l'instant, c'est encore plus symbolique que réelles, ces sanctions telles qu'elles ont été annoncées? Elles sont réelles, mais elles sont quand même assez faibles. C'est vrai qu'on risque d'avoir une augmentation du prix de l'énergie, parce que si à la place du gaz russe,
l'Europe achète du gaz qui vient par des méthaniers du Qatar ou bien du gaz de schiste des États-Unis, oui. Je pense quand même que le coût de transport va être un petit peu plus cher, sans parler effectivement des coûts de production, puisque vous savez que le coût de production des gaz de schiste sont quand même assez élevés. Et en matière d'exportation, eh bien, on sera inévitablement affaibli. Néanmoins, si on regarde un peu l'histoire des sanctions et les effets géopolitiques des sanctions, elles sont quand même, dans l'histoire, assez limitées. Moi, je voudrais rappeler un exemple qui est souvent oublié, qui est celui de l'Afrique du Sud, qui est quand même un pays qui a subi le plus de sanctions économiques en raison de la situation d'apartheid. D'abord, en réalité, ça a obligé l'Afrique du Sud à diversifier son économie et à avoir une économie plus productive pour des biens de première nécessité et pour des biens d'équipement pour les ménages. Oui, c'est ce qu'on dit aussi de la Russie, voilà. D'ailleurs, qui s'est réorganisée après les premières sanctions de 2014. Pour prendre l'exemple que vous citez, moi je connais des gens qui sont très pro-russes et qui sont à fond pour les sanctions, parce qu'ils disent enfin l'économie russe, qui était trop centrée sur des matières premières, va pouvoir se diversifier. Oui. Ça va l'obliger à le faire et donc ça va être un avantage économique pour elle. Et effectivement, dans l'histoire de l'Afrique du Sud, ce qui a fait la décision de l'apartheid, ce ne sont pas les sanctions, ce sont des décisions internes à l'Afrique du Sud. Il faut rappeler d'ailleurs qu'on oublie que ça a été un processus assez long. On parle toujours de la date, évidemment, de 1994. En réalité, on a tout un ensemble de décisions sur une dizaine d'années qui mettent en œuvre la suppression progressive de l'apartheid. Olivier Dorgan, justement, on est dans un processus, on l'a bien compris, avec ces sanctions, mais est-ce que ça s'applique rapidement ? J'essaye de comprendre ça. Comment, j'imagine, vous conseillez le patron d'une entreprise française qui a des intérêts en Russie. Est-ce que c'est à très court terme et c'est en quelques semaines ? Combien de temps ça met à agir finalement ? Alors là, il y a une différence d'approche assez fondamentale entre les Américains et les Européens. Les Européens, en tout cas en 2014, ont d'une part essayé de privilégier certains contrats existants et donc n'ont fait appliquer les sanctions que pour l'avenir et donc pas de manière rétroactive. Oui. Aux États-Unis, par contre, on est dans une réaction relativement immédiate. Ceci dit, pour les sanctions qui sont sur le point d'être adoptées ce soir par l'Union européenne, vu qu'elles n'ont toujours pas été précisées, même si on a quand même des indications assez fortes ce soir, on est sur une application immédiate parce qu'on est sur des mesures de gel des avoirs principalement. Et les mesures de gel des avoirs, elles imposent effectivement, pour répondre à votre question directement, aux entreprises qui peuvent avoir des liens commerciaux avec différentes sociétés russes qui sont détenues par ces nouvelles personnes sanctionnées à prendre des mesures immédiatement. Par contre, ce qui est assez intéressant, et je rebondis tout à fait sur ce que vous disiez, la Russie se prépare. En 2014, la Russie était un peu pris de court. Ça fait 8 ans maintenant que ces sanctions existent, quasiment, peu ou prou, vu que les toutes premières ont été adoptées en mars 2014. La Russie se prépare, la Russie a rapatrié ses capitaux, la Russie a imposé à ses banques de sortir ses avoirs qui étaient détenus par des banques étrangères et de les ramener dans le territoire russe. La Russie s'est tournée également vers la Chine, on le verra de manière énergétique. Donc, d'une certaine manière, les sanctions, même si elles sont d'application immédiate, même si elles imposent un peu de travail pour les entreprises qui sont actives en Russie, elles n'auront pas forcément d'effet immédiatement pour répondre à votre question sur la temporalité. Ouais. Alors il y a 2 éléments que vous avez abordés, mais on y reviendra, on y verra un chapitre. Il y a le chapitre agriculture et puis il y a le chapitre de la Chine. C'est vraiment très important de pas l'oublier, Mathieu. Juste une question sur la temporalité. Quand est-ce que ça s'arrête ? Les sanctions de 2014, par exemple, est-ce qu'elles sont... Alors ça, c'est intéressant. Et d'ailleurs, c'est aussi une des faiblesses du système. Parce qu'on médiatise beaucoup les sanctions, mais beaucoup moins l'arrêt. Est-ce qu'elles tiennent toujours ? Elles ont été arrêtées ? Elles sont renouvelées. Alors en fait, il y a une différence aussi fondamentale entre les États-Unis et l'Union européenne. L'Union européenne, on décide à 28 en 2014, à 27 en 2022, à l'unanimité. Donc très clairement, la condition de cette unanimité, c'est de se revoir régulièrement, tous les ans, pour renouveler les sanctions. Les Américains adoptent et ensuite il faut un acte, soit un décret présidentiel, soit un acte du Congrès en fonction de savoir si ce sont des sanctions du Congrès ou de l'exécutif américain pour annuler. Mais elles sont indéfinies. Les européennes sont tous les ans et c'est assez intéressant parce qu'on voit des dissensions au sein des États membres. On l'avait vu en 2015, par exemple, la Grèce avait mis dans la balance de la négociation de sa dette commerciale le vote favorable pour le renouvellement des sanctions dès 2015. Donc on voit à quel point, au sein de l'Union, on peut jouer de cette unanimité et de cette règle du renouvellement annuel. Ouais. Alors on va continuer de parler du gaz, de cet aspect particulier. Et je propose à Quentin Calmet de nous rejoindre parce que ça a été l'une des questions. La crise ukrainienne, elle a vraiment été abordée. Bonsoir, Quentin. Bonsoir. Au Sénat, lors de la question
questions d'actualité au gouvernement aujourd'hui. C'est la toute dernière séance des questions d'actualité au gouvernement qui se tient tous les mercredis au Sénat, effectivement, puisqu'il y a la suspension pour la trêve avec l'élection présidentielle. Et on a vu pas moins de 3 questions sur ce sujet de la crise en Ukraine. Tout d'abord avec les communistes, très sévères, eux, sur l'action de l'OTAN. Les socialistes, eux, très inquiets pour les 200 000 Ukrainiens qui sont sur la zone de contact en Ukraine. Et donc les centristes, inquiets sur votre sujet, celui qui vous occupe ce soir autour de ce plateau, sur les risques de pénurie de gaz. Quand on sait donc que 40%, et ça a été rappelé au Sénat, des importations du vieux continent viennent de Russie, c'est Barbara Pompili qui a pu répondre cet après-midi lors des questions d'actualité, puisqu'elle dispose dans son portefeuille du volet sur l'énergie. Et écoutez la réponse de la ministre, donc c'était cet après-midi au Sénat. Même si la Russie devait cesser ses exportations, ce qui n'est pas à l'ordre du jour actuellement, nous ne courons pas de risque d'approvisionnement en matière énergétique, qu'il s'agisse des carburants ou du gaz. En particulier, nous avons des stocks stratégiques de pétrole importants qui couvrent près de 90 jours, donc près de 3 mois de notre consommation et qui nous permettent de faire face à des perturbations d'approvisionnement. Et la ministre d'ajouter, pour être très clair, je cite, « Les Français ne risquent pas de manquer de carburant ou de gaz ». Une réponse qui n'a que moyennement convaincu les sénateurs, surtout que, au-delà des 3 mois, que va-t-il se passer? Écoutez la réplique, donc après la réponse de Barbara Pompili, du sénateur centriste François Bonneau. La dépendance de l'Europe au gaz russe a augmenté en 10 ans de 24 à 40%. Pour passer au gaz naturel liquéfié, qui pourrait être une solution, ce sera coûteux et ce sera long. Donc il est urgent d'avoir une politique énergétique qui diminue notre dépendance au gaz russe. Voilà, et c'est sur cette incertitude, Thomas, que se sont séparés les sénateurs et le gouvernement. Prochaine séance des questions d'actu après les élections législatives. Merci Quentin, c'était cet après-midi. Pardon, cet après-midi. Par les jeunes, je ne sais pas si c'est par les jeunes, ça aussi, c'est bon. Enfin, bref, merci beaucoup. C'était sympa de nous faire le compte rendu. Allez, on redevient sérieux, avec peut-être des chiffres assez précis sur les importations de gaz en France. C'est intéressant parce que le gaz qu'on importe, il vient prioritairement de Norvège à 36%, de Russie, nous y voilà, à 17%. Ensuite, c'est l'Algérie et les Pays-Bas. Et ça nous rend, évidemment, on l'a déjà dit sur ce plateau, moins dépendants, par exemple, que l'Allemagne, Sylvie Matelli. Mais je reviens à ce que disait le sénateur centriste François Bonneau. Au-delà de 3 mois, en fait, la question, il y a la question des sanctions et il y a la question du conflit. Évidemment, si le conflit dégénère, là, on n'est plus dans la même mécanique sur la hausse des prix. On est d'autant plus dans la même mécanique qu'il y aura probablement de nouvelles sanctions qui seront imposées et donc de nouvelles rétorsions de la part de Vladimir Poutine et de la Russie. Très clairement, je pense que ce sur quoi parie aujourd'hui le gouvernement, c'est le fait que dans 3 mois, ce sera l'été et qu'en été, on consomme beaucoup moins de gaz. Donc les tensions sur les marchés vont se réduire et même si les facteurs géopolitiques et le conflit ukrainien tentent à pousser les prix du gaz à la hausse ou à réduire nos approvisionnements depuis la Russie, au fond, ce sera plus facile dans une période estivale où on consomme moins de gaz d'aller chercher des alternatives qu'en plein hiver quand il fait très très froid. Donc je crois qu'on est sur cette logique-là. La question qu'il faut se poser, c'est et après l'hiver, à l'automne, il se passe quoi? Très clairement, c'est vrai que s'approvisionner en gaz liquéfié, pour l'instant, c'est pas acquis. On n'est pas sûr de pouvoir importer les quantités et on reste très dépendant de la Russie. Il y a aussi une autre question qui va se poser avec le gaz à l'arrivée de l'automne et de l'hiver, c'est que faut bien se rappeler la tarification du prix de l'électricité qui est en grande partie dépendante des prix du gaz en Europe, puisqu'on a un tarif unique de l'électricité en Europe. Et là aussi, au-delà du pétrole et du gaz, c'est peut-être l'électricité et le prix de l'électricité qui va flamber pour ceux qui n'ont pas la chance d'être encore sous des contrats avec des prix régulés. Oui, alors je parlais de l'Allemagne. Le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé la suspension de l'autorisation sur le gazoduc Nord Stream 2 qui doit relier l'Allemagne à la Russie. Mais enfin, pour l'instant, Gérard François Dumont, on n'a pas coupé ça fonctionne toujours, les livraisons. Il y a toujours le Nord Stream, alors qu'on appelle 1 maintenant, en quelque sorte, il existe toujours. Et de toute façon, la Russie n'a aucun intérêt à cesser de livrer du gaz à l'Europe. Parce que ça représente pour elle quand même des ressources qui sont considérables. Et même si elle se dit, bien, maintenant je vais en livrer davantage à la Chine et moins à l'Europe,
Je pense que le gaz à la Chine, il lui coûtera sans doute, il lui rapportera moins que la vente du gaz en Europe. En plus, le transport du gaz en Europe et notamment en Allemagne ne coûte pas très cher. C'est-à-dire Nord Stream 1, ça passe par la mer Baltique, donc il n'y a pas de royalty à payer à des pays de passage. Et donc, d'ailleurs, Nord Stream 2, vous rappelez que l'une des raisons de la construction de Nord Stream 2, c'était aussi d'éviter justement le passage par le sud qui coûtait beaucoup plus cher et qui posait des problèmes géopolitiques, avec notamment un certain nombre, je dirais, de chefs d'entreprise ukrainiens, pour parler gentiment, qui avaient tendance à s'approprier le gaz au passage, parce qu'il faut rappeler que la Russie vendait à l'Ukraine le gaz beaucoup moins cher qu'elle le vend aux pays de l'Union européenne. Donc ils avaient trouvé une astuce extraordinaire en Ukraine. Ils prenaient du gaz au passage au prix vendu par les Russes, et ils le revendaient à d'accord. Ils le revendaient au prix fort à l'Union européenne. Ça faisait une bonne petite marge. Quand Moscou a découvert ça, ils n'ont pas énormément apprécié la méthode. Et c'est l'une des raisons, qu'on le veuille ou non, des tensions. Vous rappelez que la Russie a même menacé à certaines périodes, il a même fait, je crois, quelques jours à un moment, de supprimer le gaz à l'Ukraine pour qu'elle arrête cette espèce de spéculation assez malhonnête que les Ukrainiens faisaient à l'époque. Donc la Russie, si vous voulez, c'est toujours le problème des relations entre un fournisseur et un client. Un client dépend de son fournisseur, mais un fournisseur dépend de son client. Donc, a priori, ils n'ont pas intérêt à se séparer et à divorcer totalement. Comparatif entre l'Union européenne et la France dans ses relations économiques avec la Russie. Les liens entre la Russie et l'Union européenne. L'Union est le premier partenaire et le premier investisseur de la Russie. Ça, c'est intéressant. Si on zoome ensuite, alors on devrait pouvoir voir cette première infographie. Ensuite, si on zoome sur la France, et je reprends ce que disait le ministre de l'économie Bruno Le Maire dans le sujet tout à l'heure, effectivement, les exportations vers la Russie, c'est 7 milliards d'euros. 1% moins de 1% des exportations, et c'est moins de 2% des importations avec un peu moins de 10 milliards d'euros, disait Bruno Le Maire. Olivier Dorgan, je vois ces chiffres, j'entends le ministre, mais dans une économie qui est quand même très mondialisée, globalisée, même si on est moins dépendant que d'autres de la Russie, est-ce que quand on a des groupes français, là je pense par exemple à Total, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont mondialisés, est-ce qu'on peut échapper à l'impact de sanctions économiques? Vous voyez ce que je veux dire? Ça pose votre question pose une réflexion qui est également celle de l'harmonisation des sanctions. Ce qu'on voit depuis 5-6 semaines maintenant, depuis l'escalade des tensions de manière beaucoup plus évidente en Ukraine, c'est des discussions actives entre le Royaume-Uni, l'Union européenne, les États-Unis et d'autres pays sur des sanctions harmonisées. Justement, il y a un front unique. Voilà, pour aussi en fait éviter de mettre des entreprises, des multinationales, comme vous le dites très justement, dans des situations où elles se retrouvent en fait soumises à des règles contraires. Pour reprendre votre question sur la réaction des groupes français, un groupe français qui est actif aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Russie, de toute manière devra suivre l'ensemble des sanctions qui seront édictées, d'où l'importance de les annoncer en même temps et qu'elles soient le plus coordonnées possible. C'est ce que l'Europe et les États-Unis avaient déjà fait en 2014. Après, pour répondre peut-être plus directement à votre question sur l'impact pour les entreprises françaises qui sont des multinationales, oui, les impacts sont importants parce que les activités, même si effectivement en termes d'importation et d'exportation ce sont des chiffres qui sont relativement faibles, il y a des investissements considérables qui ont été faits par certains acteurs, notamment dans le secteur énergétique en France, en Russie, qui ont d'ailleurs été pour certains un peu mis en pause par la première vague de sanctions en 2014. On pense notamment à toute l'exploration arctique, au développement du gaz et du pétrole de schiste en Russie, dans les régions vraiment au nord de la Russie. Et ce sont effectivement des dizaines de milliards d'euros qui ont été investis par des entreprises françaises en partenariat avec Rosneft, Gazprom Neft, avec d'autres acteurs énergétiques en Russie, et qui, eux, sont pour le coup potentiellement menacés, ou en tout cas qui sont impactés et par les sanctions européennes et par les sanctions américaines. Et c'était, je conclurai sur ça, l'objet des dissensions sur Nord Stream 2, avec les investissements allemands qui étaient très importants et les Américains qui voulaient imposer des sanctions secondaires contre Nord Stream pour essayer de forcer la main de l'Allemagne, avec une résistance assez forte d'Angela Merkel sur la fin de son quinquennat pour s'opposer à ces mesures. Je voudrais une parenthèse dans ce débat sur ce que la diplomatie peut encore faire. Mathieu, notamment sur le rôle d'Emmanuel Macron, il y a eu un tweet juste après l'annonce de Vladimir Poutine de reconnaître les régions séparatistes du Donbass. Voilà, tweet assez classique, réaction officielle, condamnant, appelant à des sanctions européennes. Mais à part ça, il est silencieux sur le dossier ukrainien, Emmanuel Macron. On
peut parler d'un camouflet qui a été infligé par Vladimir Poutine. C'est plutôt bien inspiré, parce que c'est vrai qu'il a découvert que il y avait un double discours chez Vladimir Poutine, ou en tout cas qu'il en avait été victime, qu'il avait peut-être pris quelque chose pour trop beau, à savoir la tenue de ce potentiel sommet qui devait se tenir d'ailleurs demain, jeudi. Là, tous les rendez-vous ont été annulés. Là, la communication, c'est pas de vague, et surtout, ça nous touchera pas. C'est ce que dit Bruno Le Maire, avec une forme d'oubli ou d'angle mort, qui est que vous pouvez avoir des marchés qui dévissent, vous pouvez avoir un impact psychologique sur l'économie, des marchés qui dévissent, donc des entreprises derrière qui sont pas forcément connectées au marché financier, mais qui disent, oh là, c'est pas le moment d'investir, est-ce qu'il va pas y avoir une crise, est-ce que j'embauche pas, enfin, voilà. On a déjà vu des chocs géopolitiques avoir des traductions concrètes dans les économies. Il y a une époque où le moindre événement au Proche-Orient suffisait déjà à faire bouger le pétrole, et donc du coup à entraîner des choses comme ça. On n'y est pas, mais ça c'est l'angle mort de l'analyse de Bruno Le Maire. Gérard François Dumont. Ça, effectivement, c'est important, parce que quand on parle des investissements, par exemple, de Total en Russie, dans ces investissements, il y a tout l'aspect savoir-faire. C'est-à-dire, en fait, le fait que Total a effectivement des ingénieurs qui sont extrêmement compétents et dont la Russie a besoin pour pouvoir mieux exploiter ses réserves d'hydrocarbures. Donc, à supposer que le conflit s'envenime, que la frontière soit fermée, qu'il n'y ait plus la possibilité de ces échanges de savoir-faire, ça veut dire que, effectivement, les risques économiques pour nous seraient importants. Mais je reviens sur le jeu de la diplomatie. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres pays que la France mieux placés pour jouer les médiateurs dans ce conflit? Je ne sais pas, on peut penser à la Finlande, à l'Autriche, enfin des pays qui ont l'habitude de parler avec les Russes, quoi. Oui, mais le problème, c'est que je pense qu'il faut revenir à l'essentiel, c'est-à-dire quelle est la nature de ce conflit. Bon, en fait, ce conflit, il me paraît assez simple, c'est-à-dire qu'on avait la Russie et l'Ukraine qui étaient mariés. Et ils étaient mariés avec un régime de communauté universelle. Bon, ça a duré jusqu'en 1990. Bon. Et bien sûr, depuis 1990, on est dans un processus de divorce, avec des hauts et des bas. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même des éléments de partage, et ils ne savent pas comment les partager. Parce qu'en gros, la Russie dit, bien, vous voyez, regardez les frontières occidentales de l'Ukraine, c'est grâce à moi que vous les avez. Et notamment parce que j'ai gagné la guerre contre Hitler, et donc j'ai réussi à gagner pour vous des territoires qui auparavant dépendaient ou de l'Empire austro-hongrois avant la Première Guerre mondiale, ou de la Pologne à un autre moment. Quant aux frontières orientales de l'Ukraine, la Russie a toujours dit, mais rappelez-vous, ce sont des terres russes qu'on vous a données pour agrandir votre territoire. Et concernant la Crimée, il faut rappeler que la Crimée, avant 1939, était une des républiques de l'URSS. Donc vous êtes en train de nous dire que Vladimir Poutine a des droits sur ces territoires? Non, mais c'est très compliqué la situation. Ouais. C'était une république de l'URSS qui était autant autonome que les autres, dans la mesure où on peut parler d'autonomie au sein de l'URSS. Et le problème, c'est qu'elle a été occupée pendant 4 ans par l'armée hitlérienne. Et donc Staline, en 1945... pour effectivement expliquer aux Ukrainiens, aux habitants de Crimée qu'ils n'étaient pas contents parce qu'ils avaient été un peu gentils avec les Allemands, a supprimé totalement le statut de république de l'URSS à la Crimée et en a fait un simple oblast. Et puis, donc, un simple cadre administratif. Et puis, comme vous le savez, en 1954, Khrouchtchev a décidé de réunir cet oblast. Donc, si je vous comprends, pardon, parce que l'histoire, c'est passionnant, mais on pourrait continuer pendant des heures. Mais donc, vous dites quoi? Un peu de tort partagé, c'est ça, puisqu'on parle de divorce? Si on reprend toute l'histoire, oui, nous on est un peu les juges aux affaires familiales dans cette affaire, si je puis dire, en quelque sorte. Mais quand on regarde la situation géopolitique, elle est beaucoup plus complexe que d'un côté, il y a les bons et de l'autre côté, il y a les mauvais. Moi, j'adore quand on a de la complexité, on essaie d'avoir le courage de la nuance dans cette émission. Et alors, comme promis, on va parler de la Chine maintenant, parce que Sylvie Matelli, c'est vraiment très important. Je reviens aux sanctions, qu'on soit bien d'accord. S'il y a un axe Moscou-Pékin qui se crée, ça dévitalise un petit peu l'effet des sanctions. Est-ce qu'on peut dire ça ? Alors très clairement, et c'est une partie de l'adaptation aux sanctions qu'ont organisé les Russes après 2014. Les exportations aujourd'hui et la vente de gaz à la Chine s'est intensifiée ces dernières années parce que depuis 2014, les Russes ont mis en service et ont construit un gazoduc qui permet d'approvisionner la Chine en gaz. Alors c'est moins intéressant que les relations avec l'Europe, ça a été dit, mais malgré tout,
c'est un nouveau débouché et c'est une partie de ceux qui expliquaient à l'automne l'augmentation du prix du gaz russe, c'est qu'il y avait une concurrence qui était faite et qui permettait à la Russie de se positionner soit à l'est, soit à l'ouest. Donc ça c'est un premier élément, c'est un élément très important. On a aujourd'hui du mal à décrypter quelle va être l'attitude de la Chine. Parce que dans les sanctions, il y a plusieurs éléments. Il y a l'impact, l'efficacité des sanctions sur le pays que vous sanctionnez. Bon, on l'a tous dit, elles risquent d'être assez limitées. D'abord parce que les sanctions restent assez limitées et ensuite parce que la Russie s'est habituée aux sanctions depuis 8 ans à présent. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est l'impact que vont avoir les sanctions sur nous, les sanctionneurs. Et ça, on a vu avec les sanctions de 2014 que pour certains secteurs d'activité, on a parlé de l'agriculture, on a parlé de l'énergie et du secteur de l'énergie, on aurait pu parler aussi du secteur du luxe, puisque le marché russe est l'un des débouchés. Mais le troisième élément, c'est la capacité que peut avoir un pays à sanctionner, à contourner les sanctions. Et en fait, dans les sanctions de 2014, la Chine a offert cette possibilité à la Russie parce qu'il y avait un rapprochement qui était en cours et qui n'a fait que s'intensifier et qui a finalement jeté les Russes dans les bras de la Chine. Ça a souvent été dit et décrypté. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que ça va s'amplifier ? Est-ce que les Chinois vont finalement fermer les yeux sur ce que sont en train de faire les Russes ? Rien n'est moins sûr. On les entend très peu, les Chinois, pour une bonne et simple raison, c'est qu'ils ont des intérêts économiques avec l'Ukraine, ils ont aussi des intérêts économiques avec l'Union européenne. Et avec les États-Unis. Ils n'ont pas du tout envie de se fâcher plus que nécessaire avec les États-Unis. Donald Trump étant parti, on se rend compte que Joe Biden a montré un petit peu qu'il était sur la même ligne que Trump dans sa relation à la Chine, mais dans la vraie vie, il y a une intensification des négociations économiques et commerciales avec une entente très forte entre Janet Yellen et son homologue chinois, ou chargé des questions environnementales aux États-Unis. Oula, vous nous posez une colle là. On va pas le trouver, c'est pas grave. Revenir, mais qui a été candidat à une époque à l'élection prédientielle et sur les questions climatiques, Est-ce Al Gore? Pas du tout. Non, pas du tout. Ça m'étonnait. On ne va pas rentrer dans un... Non, bref, c'est pas très grave. Mais c'est vrai qu'il y a eu un accord, il y a eu une déclaration commune à l'issue de Glasgow et de la COP 26 entre la Chine et les États-Unis sur les questions climatiques. Donc, mine de rien, il y a quand même un rapprochement qui s'est opéré sur certains dossiers. Dans le dossier économique et climatique entre les États-Unis et la Chine, je doute que les Chinois veuillent remettre ça en cause. Olivier Dorgan, sur cette question de la Chine, là aussi, si on rentre dans la mécanique des sanctions, pour bien comprendre ce qui se passe, c'est-à-dire on pourrait interdire, ça pourrait interdire à des entreprises chinoises de continuer de faire du business avec les États-Unis si elles aident trop la Chine. C'est très binaire ce que je dis, sûrement, mais j'essaie de comprendre. Non, en fait, effectivement, c'est pour ça que la question de contournement, moi, me paraît pas forcément le mot le plus juste. Je pense que l'adaptation. En l'occurrence, les sanctions européennes s'appliquent aux Européens schématiquement. Les sanctions américaines s'appliquent de manière plus extraterritoriale. Je pense qu'on en a tous très longuement débattu. Les sanctions européennes et américaines ne s'appliquent pas en Chine. Donc je suis une entreprise chinoise, je peux très bien continuer de commercer librement. Et par ailleurs, les Chinois se sont montrés très féroces quand il a été la question par le passé de vouloir sanctionner des entreprises chinoises au motif qu'elles contrevenaient aux sanctions américaines. On pense au dossier Huawei notamment, et on pense aux contre-mesures que la Chine a prises depuis 2020, qui ont été assez peu commentées ici, mais qui permettent au gouvernement chinois de sanctionner des entreprises étrangères qui forcerait des entreprises chinoises à se soumettre à leur régime de sanctions. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, je parle d'adaptation plus que de contournement. Et peut-être pour rebondir au-delà du secteur énergétique, il y a le secteur financier. Le secteur financier, on a aussi longtemps parlé ces dernières semaines de SWIFT et d'une éventuelle déconnexion. Alors, est-ce qu'on peut rappeler précisément ce qu'est SWIFT ? Alors, SWIFT, c'est une organisation internationale qui est venue sécuriser dans les années 70, pour dire les choses simplement, les communications entre banques, pour apporter de la sécurité avec des formats de messages harmonisés qui permettent à des établissements bancaires de savoir qu'elles ont toutes les informations nécessaires pour faire des opérations plus ou moins complexes de transfert, de crédit documentaire ou autre. Les 99% des banques mondiales souscrivent à SWIFT et elles ont accès à ces capacités. Et il a été dès 2014 question, parce qu'on avait le précédent iranien de 2012, de déconnecter certaines banques russes proches de Poutine de SWIFT pour leur empêcher de communiquer de manière sécurisée avec les banques américaines et les banques européennes. Ce qu'a fait Vladimir Poutine dès décembre 2014, c'est qu'il a dit « je vais créer
un réseau concurrent à SWIFT, qui s'appelle SPFS, qui est un réseau qui a été mis en œuvre à partir de 2017, qui a aujourd'hui la quasi-totalité des banques russes et des compagnies d'assurance russes souscrivent à ce système. Et fait intéressant, il y a 12 banques étrangères qui souscrivent à ce canal alternatif, et la principale, c'est la Banque centrale de Chine. Donc on pourrait se dire qu'éventuellement, adaptation à nouveau, dans l'hypothèse de sanctions, de déconnexion de SWIFT, on bascule sur autre chose. Et tout dernier point, sur le secteur financier, on voit l'Union européenne d'ailleurs annoncer des restrictions aux accès au marché de capitaux renforcées pour les banques russes. On peut se demander dans quelle mesure des capitaux chinois ne vont pas venir également abonder les réserves des banques russes si elles venaient en manquer. Alors je reviens à l'un des thèmes, on a fait la Chine et on n'a pas encore détaillé la question de l'agriculture, enjeu vraiment important, des sanctions qui inquiètent la présidente de la FNSEA. On écoute Christiane Lambert. Les sanctions financières contre la Russie créent un risque énorme de mesures de rétorsion contre les produits de l'Union européenne, au premier rang desquels encore les produits agricoles. Il y a aussi des incidences sur les marchés que nous craignons. L'Ukraine, les 2 zones qui ont été envahies, à l'est de l'Ukraine, représentent une part importante de la production de blé ukrainien. 12% des exportations mondiales de blé viennent d'Ukraine. 12%. Et elles vont essentiellement vers l'Égypte et l'Indonésie. Donc il y a un risque de moins de livraison vers ces zones-là, donc de pénurie alimentaire dans des régions où ça peut représenter une instabilité politique également. On se souvient des émeutes de la faim et des soulèvements en Afrique du Nord. Donc cette déstabilisation de la géopolitique du blé, elle est très préoccupante. Oui, effectivement, le poids de la Russie dans le marché du blé, c'est 11% de la production mondiale, entre 18 et 20% des exportations mondiales sont source Chambre d'agriculture de France. Et l'Ukraine, c'est aussi important. L'Ukraine, on parle souvent de grenier à blé de l'Europe. Est-ce que, Gérard François Dumont, vous diriez que c'est l'un des enjeux de ce conflit ? Est-ce que Poutine lorgne le blé ukrainien ? Évidemment, Poutine, dans sa situation actuelle, il considère qu'il faut qu'il affaiblisse l'Ukraine. Ça, c'est sûr. Dans la mesure où il veut affaiblir l'Ukraine, il a intérêt, effectivement, vu de son point de vue, de s'emparer de parties de l'Ukraine qui sont économiquement plus dynamiques. Et qu'on le veuille ou non, le bassin du Don, même si c'est pas tout le bassin du Don dont il s'empare, eh bien, c'est quand même une partie de l'Ukraine qui a toujours eu un niveau économique relativement intéressant. Et donc, on ne peut pas dire qu'il prend en Ukraine les territoires les moins intéressants économiquement. Donc, ça a quand même de l'importance pour lui. Est-ce que l'agriculture française est effectivement en première ligne dans le risque économique dont on parle depuis le début de ce débat, Sylvie Matelli ? Très clairement, et outre parce que l'agriculture française a des débouchés importants en Russie, rappelez-vous toute la polémique qu'il y a eu cet été sur la question du champagne, on voit aussi que les Russes sont très friands de produits agricoles et agroalimentaires français, donc des rétorsions sur ce secteur-là auraient un impact très très fort, ça c'est évident, et d'autant plus qu'après les sanctions de 2014, on s'est aperçu aussi que la Russie, ces rétorsions sur les produits agricoles et les importations de produits agricoles avaient eu pour effet de dynamiser en fait le secteur agricole et agroalimentaire en Russie. Donc c'est un double effet en fait. D'un côté, vous êtes pénalisé parce que vous ne pouvez plus importer, puis à la fin, vous vous retrouvez avec un nouveau concurrent extrêmement efficace. Et qui plus est, dans un moment où l'augmentation des prix de l'énergie a pesé sur toutes les matières premières et qu'on a vu ces derniers mois également une augmentation des prix d'un certain nombre de produits agricoles. Donc déjà des tensions sur cet aspect-là, des difficultés pour les agriculteurs. Donc on est vraiment dans un contexte qui est très très compliqué pour l'agriculture. Oui, et sur je reviens au porte-monnaie des Français, sur le prix du blé et donc des produits liés au blé, les céréales, la baguette, etc., etc. Alors, ça peut peser parce que les prix sur les marchés mondiaux augmentent. Là où ça va peut-être plus impacter, c'est que notre agriculture est quand même un élément favorable de notre balance commerciale. On n'en a pas tant que ça. Si on subit moins les effets des sanctions, c'est aussi parce que on est moins présent à l'export et qu'au fond, on est moins sensible à une dégradation des conditions commerciales à l'étranger. C'est pas le cas pour l'agriculture. Et du coup, ça risque de pénaliser à la fois les agriculteurs et le consommateur français. Olivier Dorgan, des mesures de représailles ou de rétorsion russes
Ça peut être quoi, produit par produit? On peut dire, vous parliez du champagne, ça peut être par exemple plus de champagne français Alors, en Russie. ça peut être de deux natures. Ça peut être effectivement par secteur d'activité, agriculture, produits de luxe par exemple. Ouais. Ça peut être intéressant aussi de voir comment est-ce que la Russie a aussi appris de son grand frère chinois, qui, comme je vous le disais, depuis 2020, a également mis en place des règlements de blocage qui interdisent là aussi aux entreprises russes de se conformer, ou aux entreprises françaises qui sont actives en Russie, de se conformer aux sanctions européennes ou américaines. Donc ce qui peut être intéressant, c'est oui, des secteurs d'activité, mais à mon avis, une réponse peut-être encore plus intelligente de la part de la Russie pour justement venir sanctionner des entreprises présentes sur le territoire. On pense à ce moment-là aux fameuses joint ventures, notamment dans le secteur de l'énergie, qui viendraient, parce qu'elles y sont soumises, appliquer le droit européen ou le droit américain et qui se verraient sanctionner par les Russes pour justement respecter la réglementation à laquelle ils sont soumis. Mais ce qui est passionnant, je vous écoute depuis tout à l'heure, en fait, c'est votre spécialité, mais ça fait tellement longtemps qu'on applique des sanctions économiques dans différents conflits un peu partout dans le monde qu'on a inventé des réponses, quoi. Pays par pays, secteur par secteur, c'est ça, quoi. On parle de sanctions depuis... La Russie, ça a vraiment été un tournant dans les sanctions, même si effectivement l'apartheid a été la raison de l'imposition des plus grandes sanctions dans l'histoire des sanctions. Les sanctions, c'était un instrument juridique dont objectivement auquel personne ne portait vraiment attention parce que ça concernait l'Iran, la Corée du Nord, Cuba pour les Américains. En 2014, on s'est dit, on a le choix entre une intervention militaire, très peu populaire en plus à l'époque au vu de la débâcle américaine en Irak et en Afghanistan, ou remettre au goût du jour cet instrument. Donc les diplomates qui ont construit ces sanctions en 2014 les ont d'ailleurs appelées sanctions sectorielles, sanctions intelligentes, ciblées précisément. Et il faut se dire que quand on a ce type de sanctions, on a des contre-mesures et c'est pour ça que la Chine en 2020 a adopté des mesures intelligentes pour venir contrer. Mathieu. Il peut y avoir aussi un effet de ricochet sur les sanctions. Il faut rappeler que la BNP, par exemple, avait été condamnée à payer une amende de 9 milliards aux États-Unis pour avoir violé une loi fédérale américaine. Ils décrétaient un embargo sur Cuba, sur le Soudan. Enfin, vous connaissez ça beaucoup mieux que moi. Mais par ricochet, BNP, dans la tête des gens, c'est une banque française, a dû payer une amende. Évidemment, elle a des activités internationales, et notamment aux États-Unis, mais parce qu'on l'accusait d'avoir violé les embargos qui avaient été décrétés par les États-Unis. C'est ce qui a effectivement aussi contribué au nouvel essor de cet outil. Mais la raison pour laquelle BNP a été sanctionnée en 2014, c'est parce qu'elle avait effectivement des points de rattachement, parce qu'elle utilisait le dollar, notamment à la réglementation. Ça doit phosphorer dans les services juridiques des grands groupes internationaux français aujourd'hui. Allez-y. Non, au point de vue des sanctions, il faut rappeler aussi toutes les sanctions contre la Russie, donc contre la Syrie, dont l'objectif était clairement d'obliger Bachar el-Assad d'abandonner le pouvoir, et a priori, il est toujours au pouvoir. Alors c'est vrai que son pays est extrêmement appauvri, mais ce qu'on voit, c'est que des pays, par exemple, du Moyen-Orient, comme l'Arabie Saoudite, comme les Émirats Arabes Unis, qui avaient aussi mis en place des sanctions très fortes contre le régime de Bachar el-Assad, mais elles les ont quasiment abandonnées. Elles ont renoué leurs relations diplomatiques avec lui. Et on voit que maintenant, les relations entre la Jordanie et la Syrie sont en train d'être remises en place. Et puis, on a un exemple d'actualité, pardonnez-moi, c'est le Mali, où là aussi, le Mali vient de subir un certain nombre de sanctions pour obliger sa junte à enfin donner une date pour qu'on retrouve un régime civil au Mali. Pour le moment, ça n'a pas fait bouger d'un pouce le régime du Mali. Donc le géopolitique l'emporte, on a l'impression, sur les effets des sanctions. Ouais. Un dernier chiffre, et je reviens à la question de l'agriculture. On en parle moins, on parle beaucoup de blé, mais sur le marché des engrais, on a découvert ce chiffre en préparant l'émission. La Russie, acteur majeur de ce marché, 16% du commerce mondial des engrais. Donc là aussi, on va terminer là-dessus, Sylvie Matelli. Ce qui est intéressant, c'est que tout notre débat, il s'inscrit aussi dans ce qui est un enjeu qui est monté très fort depuis 2 ans avec la pandémie, la question de la relocalisation, de la souveraineté économique sur des denrées majeures pour l'équipe du pays. Donc ça renforce ces arguments-là, et notamment dans le cadre de cette campagne présidentielle. Tout à fait. Et ce qui est très intéressant dans ce débat sur les sanctions, les nouvelles sanctions qu'on imposerait à la Russie, c'est que justement on se questionne sur l'impact que vont avoir ces sanctions sur nous-mêmes. C'est assez nouveau dans le débat. On ne s'était pas posé la question
question comme ça en 2014. Et au fond, ça nous en dit long sur le fait que les sanctions, elles nous coûtent peut-être plus cher qu'elles n'ont d'efficacité. Mais malgré tout, est-ce qu'on peut ne rien faire ? Et la grande difficulté avec la Russie et la grande nouveauté avec la Russie, c'est que la plupart du temps, quand on parle des sanctions à l'encontre de la Birmanie, etc., au départ, il y avait d'abord des sanctions multilatérales imposées par les Nations Unies, parfois complétées par les États-Unis et de façon unilatérale, voire l'Union européenne, mais on était sur un concert des nations pour imposer des sanctions contre un régime. Dans le cas de la Russie, c'est totalement impossible, puisqu'aux Nations Unies, tout le monde le sait, ils sont au Conseil de sécurité, donc ils vont mettre leur veto à ce qu'on leur impose des sanctions. Donc on est obligé d'y aller tout seul, mais là vous rentrez dans une sorte de jungle où au fond vous savez que vous devez imposer des sanctions pour marquer le coup, pour dire on ne peut pas laisser faire, mais vous vous retrouvez coincé parce que ces sanctions, chacun fait ce qu'il veut. La Russie peut imposer des rétorsions puisqu'on n'est plus du tout dans un cadre multilatéral. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Vous avez retrouvé le nom de l'homme politique ? John Kerry. John Kerry, voilà, qui vous cherchiez. Bon, vous avez eu toutes les infos du coup. Merci beaucoup Gérard-François Dumont. Géopolitique de l'Europe, c'est aux presses universitaires de France. Merci encore une fois d'avoir participé à ce débat.